Faut-il forcément se ressembler pour pouvoir vivre ensemble dans le même pays? Ça fait partie des questions qu'on va se poser ce soir, dans Ce Soir ou Jamais, avec Alain Finkielkraut. Vous avez écrit une trentaine de livres en 35 ans. Le dernier vient de sortir. Il s'intitule L'identité malheureuse. L'immigration, dites-vous, renvoie les nations européennes et la France en particulier à la question de leur identité. Mais quelle identité et pourquoi serait-elle malheureuse? Eh bien, dans un monde, je vous cite, qui remplace l'art de lire par l'interconnexion permanente et qui proscrit l'élitisme culturel au nom de l'égalité, vous vous demandez s'il est encore possible d'hériter et de transmettre. J'ajoute que l'hebdomadaire Le Point vous a consacré sa couverture la semaine dernière sous le titre « Peut-on encore être français ?» La polémique Alain Finkielkraut. Hervé Juvin, vous êtes économiste, vous êtes l'auteur de L'avènement du corps en 2005, de Produire le monde en 2008. Voici le troisième et dernier volet de cette trilogie. Ça s'intitule La grande séparation. C'est sous-titré Pour une écologie des civilisations. Vous y militez pour une préservation des cultures et des civilisations qui risquent d'être laminées, dites-vous, par la mondialisation. Abdelraouf Dafri, vous êtes scénariste, vous êtes le créateur de La Commune, la série de Canal+, le scénariste de Mesrine, le film de Jean-François Richet avec Vincent Cassel. Vous avez reçu le César du meilleur scénario original pour Un prophète de Jacques Audiard, un Emmy Award pour la saison 2 de Braco sur Canal+, et vous travaillez actuellement sur la saison 3 avec Jérôme Pierrat. Pascal Blanchard, historien, spécialiste de l'Empire colonial français, de l'immigration et de la France multiculturelle. On vous doit de nombreux livres sur la présence arabe, noire ou asiatique en France. Le dernier, c'est La France arabo-orientale, un gros livre très illustré sur 13 siècles de présence du Maghreb, de la Turquie, de l'Égypte, du Proche et du Moyen-Orient dans notre pays. Et l'on commence tout de suite par l'actualité. L'actualité de la semaine, c'est le télescopage à la fois des 30 ans de la marche des beurs, c'était il y a 30 ans, de l'expulsion d'une adolescente rom et du 4e procès dans l'affaire de la crèche Babylou. Résumé en moins de 3 minutes. Ils étaient 30 au départ et près de 100 000 à l'arrivée. Il y a 30 ans, jour pour jour, la marche des beurs s'élançait de Marseille pour rejoindre Paris. 15 octobre, la France découvre les visages de la diversité. Les banlieues populaires font leur première télé. La marche pour l'égalité et contre le racisme, on l'appellera le mai 68 des jeunes immigrés. Rebaptisée par les médias la marche des beurs, rebeu en verlan. Du sang et des larmes, les immigrés en ont trop versé. Et pourtant, c'est par la sueur qu'ils décident de riposter, pas par la violence. 2 mois et 1000 kilomètres plus tard, le cortège grossit. À Paris, le 3 décembre, 100 000 personnes rejoignent les marcheurs. Ce visage qui est à l'origine d'une forte polémique politique. Une collégienne kosovare de 15 ans a été expulsée il y a une semaine avec sa famille. Mais ce sont les conditions de son interpellation qui posent question. Une sortie scolaire, c'est de la scolarité. Et notre règle, c'est qu'on n'intervienne pas lorsqu'il y a scolarité. Je demande donc qu'on sanctuarise l'école. Toutes les procédures administratives ont été respectées. Et quand on est débouté du droit d'asile, et qu'on n'a plus de raison de rester sur notre sol, la loi s'applique. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez sur la loi, vous n'arriverez jamais à me démontrer que faire descendre un gamin d'un bus scolaire pendant une visite avec ses camarades de classe, des élèves de 3e, devant les enseignants, devant éventuellement des parents d'élèves qui accompagnent, vous ne m'expliquerez jamais que ça c'est la loi. On est dans un état de droit, il y a une décision de justice. Il y a un cadre légal, elles doivent être appliquées. Des centaines de lycéens, peut-être des milliers, tous réunis place de la Nation ce matin pour une même cause, le retour en France de Leonarda et Khatchik, la collégienne kosovare et le lycéen arménien renvoyés dans leur pays. Elle est devenue, bien malgré elle, le symbole du débat sur la laïcité. La crèche Babylou est à nouveau au centre d'une audience importante aujourd'hui à la Cour d'appel de Paris. L'employée d'une crèche privée peut-elle porter un foulard islamique ? En mars dernier, la Cour de cassation a annulé le licenciement d'une assistante maternelle de la crèche Babylou dans la région parisienne. 7 mois plus tard, ni les polémiques ni les débats juridiques n'ont cessé. Ce matin, le procureur général de Paris en personne va demander la confirmation du licenciement, allant ainsi à l'encontre de la Cour de cassation. Selon le haut magistrat, l'interdiction du port du voile islamique est justifiée par la nature de l'activité de la crèche et du public pris en charge. Dans le cas présent, de très jeunes enfants.
Alors immigration, intégration, égalité, laïcité sont au cœur de nombreux débats qui ont traversé la société française depuis 30 ans. C'est également au cœur de votre livre, Alain Finkielkraut, si vous voulez commencer, mais pas sur l'ensemble. Vous choisissez. Non, alors, je choisis pour commencer cette séquence de délire compassionnel que nous sommes en train de vivre, ce qu'on appelle l'affaire Leonarda. Les jeunes jouent avec une conscience professionnelle irréprochable leur rôle de jeune. La jeunesse, c'est l'âge lyrique des extases sommaires et des révoltes simplistes. Le problème, c'est quand on voit les adultes, journalistes, enseignants, parents, partis socialistes, leur emboîter le pas. Parce que le rôle des adultes, c'est de faire accéder les jeunes à la prose du monde, ce qui n'est pas le principe de réalité et ses renoncements, c'est la complexité des choses. Et d'abord, la vérité des faits. Une famille kosovare, paraît-il, puisqu'on n'en sait plus tout à fait, on n'en est pas tout à fait sûr, arrive en France, dépose une demande de droit d'asile, elle est déboutée, elle fait appel, une nouvelle fois déboutée, elle va devant un tribunal administratif, déboutée, cour d'appel administrative, déboutée, 4 ans en France aux frais de l'État dans un centre de résidence. Les policiers se présentent devant la famille, la jeune fille n'est pas là, la mère dit il faut lui téléphoner. Un militant du réseau Éducation sans frontières, découragé par le refus total d'intégration de la famille, et notamment du père qui n'a jamais cherché à travailler, dit oui, c'est pas possible, et c'est lui-même qui téléphone. Les policiers attendent qu'elle soit descendue de l'autobus pour la ramener vers ses parents. Voilà les faits. Et ces faits, semble-t-il, n'intéressent pas un certain nombre de responsables, puisqu'ils nous expliquent que plus que la République, plus que la justice, il y a les valeurs, il y a le cœur. Ainsi voit-on l'État de droit se noyer, si vous voulez, dans une sorte de bouillie sentimentale. Et si on suit ce raisonnement, si on dit on ne touche pas aux enfants, cela veut dire que tous les immigrés clandestins qui viennent avec des enfants doivent pouvoir rester en France. Aucune expulsion n'est possible. Cela veut dire plus de frontières et cela veut dire écroulement de notre État social, explosion de la cohésion nationale qui est déjà, on en parlera, livrée à de terribles divisions. Quant aux jeunes, ils sont en effet emportés par leur amour des malheureux, ou plutôt par l'amour de leur amour. Voilà, ils s'aiment aimant les malheureux. Et le rôle des adultes aurait été de briser ce miroir pour qu'ils regardent la réalité en face. Et pour moi, c'est un moment de grande tristesse, si vous voulez, parce que c'est comme si on ne transmettait en guise de patrimoine politique et culturel que les leçons de Stéphane Hessel, c'est sa victoire posthume, c'est l'héritage, si vous voulez, indigent de l'indigné de la crèche. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui et franchement, ce n'est pas un spectacle très digne. Je n'accablerai pas les jeunes, mais je suis consterné par ce que fait aujourd'hui toute une partie de la classe politique. Elle nous parle sans cesse du respect des décisions de justice et là, visiblement, elles n'ont plus aucune importance. Pascal Blanchard ? C'est marrant comment les jeunes, quand ils agissent contre la guerre d'Algérie ou en mai 68 ou en résistant en 40, ils sont brillants. Et quand d'un seul coup, ils agiraient là contre quelque chose qui serait un symbole pour eux, parce que c'est pas sur la procédure qu'ils ont un problème, vous l'avez bien compris. Ils ont compris que dans un pays, on ne pouvait pas accepter tout le monde, à n'importe quel instant. Ils ont dit simplement qu'il y a des choses sur lesquelles même l'administration ne doit pas dépasser un certain nombre de valeurs. On ne fait pas descendre une enfant d'un bus pour l'expulser. Là, on a affaire à une question d'un bus scolaire. Vous avez bien compris, en plus, le 17 octobre, on est à une date avec ces images, tout ça, c'est des symboles. Les bus se rappellent que dans la République, c'est pas rien. C'est comme ça qu'on a à un moment récupéré des manifestants algériens dans Paris le 17 octobre 61 pour les amener, les torturer et en tuer certains. Vous savez aussi ce qu'ont signifié les bus, à des moments de rafle. La symbolique est forte. La symbolique. Oui, la symbolique est forte. La symbolique est forte. On ne peut pas parler de rafle. Il n'y a aucune symbolique de la rafle. Et vous avez bien compris. Dans un État indépendant et nous avons contribué à son indépendance. La jeunesse a encore la force. La jeunesse a la force d'écouter. Eh ben non. La jeunesse, sa force, c'est d'écouter les symboles. Elle a le droit de ne pas être bête. Et non, la jeunesse doit être là aussi pour nous signaler que les symboles ont encore valeur et que nous devons les écouter. Sinon, nous serions que des monstres froids. Non. Qui écouteraient. Comme ça, les décisions de justice. Et que d'un seul coup, parce qu'il y a une décision de justice, tout ce qui sont nos valeurs fortes, nous devrions plus les entendre. Écoutez un tout petit peu cette jeunesse et vous dit une chose qui est très simple.
Vous avez certainement raison sur le fait qu'il ne faut pas accepter tout le monde. Vous avez peut-être raison sur le fait qu'une décision de justice, c'est absolument le fondement de notre société. Mais vous n'avez pas raison quand vous dites qu'une enfant qui descend d'un bus, ce n'est pas normal que ça choque notre jeunesse. Nous avons encore la chance d'avoir une jeunesse qui peut être choquée par ce genre de choses. Mais vous devriez la bénir, cette jeunesse. Elle est encore à l'écoute de signes comme ça, que quelques milliers de gamins soient encore capables de manifester. Heureusement, c'est ce qui vous a fait vibrer vous-même en 68. Vous aviez besoin, vous aviez ces rêves. Vous avez cru en des rêves impossibles. Est-ce que vous croyez que ce n'était pas encore plus absolu de penser que vous alliez changer, avec vos petites chaussures en 68, le monde entier? Vous y avez cru? Vous y avez cru à ce moment-là? J'ai pas une nostalgie éperdue de ce que j'étais en 68. J'ai grandi depuis. Je n'en veux pas aux jeunes, mais j'en veux de cet usage extravagant, répugnant de la mémoire. J'en veux à Esther Benbassa d'avoir osé parler de rafle. J'en veux à Viviane Reding d'avoir osé parler de déportation de masse pour les Roms. Les déportés, ils allaient vers Auschwitz. Là, ils vont vers un État indépendant. Et les Roms, ils y allaient en plus avec 350 € de prime au retour. Et si les jeunes sont sensibles à ce symbole, ça veut dire qu'ils n'ont rien appris et rien compris. Et c'est aux professeurs qu'il faut. Ils ont entendu les professeurs. Justement, ils ont entendu les professeurs. Et ils ont compris qu'il y avait des symboles. C'est ce que vous croyez qui est perdu, que notre école est encore capable aussi de transmettre des symboles et que notre République a encore des symboles qui la fondent et que justement, ils vous le disent avec leurs pieds. Écoutez-les. Je ne dis pas qu'ils ont absolument raison. Je dis que c'est une chance que notre jeunesse ait encore envie d'entendre des symboles. Le pire, c'est une jeunesse qui n'aurait plus envie de manifester. C'est terrible. Nous serions aujourd'hui des monstres froids. Il n'y aurait que des adultes qui, dans les tribunaux, fabriqueraient la République. Non, la République ne s'est pas que faite avec la loi. Elle s'est aussi faite avec des rêves. Et ils en ont. Et c'est une très bonne chose. Hervé Juvin. Je ne sais pas si on fabrique une condition politique avec les rêves, mais en vous entendant, j'ai assez envie de retourner chez mes pêcheurs Vézou du Grand Sud malgache ou chez les Murias du Châtisgard. Écoutez, moi j'ai fait un bout d'une manif ce matin. Il se trouve que j'étais en costume cravate avec mon petit cartable, j'allais travailler. Et je suis tombé sur un groupe de lycéens qui partaient, je pense, pour la manifestation, il est 9h30. Ça m'a donné une réflexion qui est très loin de votre débat, encore que pas tellement. Ils étaient 200, 300, il y avait d'ailleurs d'assez jolies jeunes filles, il y avait des jeunes gens avec quelques pancartes et c'était plutôt assez décontracté. Il faisait très beau ce matin, un air de printemps, tout le monde était bien, je les ai suivis un moment. Je me suis dit, c'est formidable une démocratie apaisée. Ces jeunes filles, personne ne les oblige à porter le voile, il y en avait qui étaient en jupe. Ces gens pouvaient manifester, bloquer la rue, il n'y avait pas un policier à l'horizon, les voitures ne klaxonnaient même pas. Et je me suis dit, c'est formidable une démocratie apaisée où ça peut avoir lieu, il n'y a pas de violence, il n'y a pas une extrême agressivité. Je pense aussi qu'ils profitaient du beau temps, c'était de leur âge. Et puis s'ils ne s'indignent pas à cet âge, ils s'indigneront quand? Mais enfin, Alain, mais enfin, ce qui m'inquiète quand je vous entends, c'est que c'est pas apaisé votre débat. J'ai pas besoin d'apaiser, mais enfin, et les jeunes peuvent aussi réfléchir. C'est pas stupide de réfléchir. La politique, la morale, c'est pas que le cœur. La morale aussi, c'est l'intelligence. L'amour sans sagesse de l'amour, ça donne le pape François. Eh ben, c'est très beau le pape François, mais on peut demander même aux jeunes de l'amour et de la sagesse de l'amour. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de sagesse chez le pape François? Non, il y a beaucoup d'amour, semble-t-il. Il y a beaucoup d'amour, il y a un amour, c'est un peu une des tendances du christianisme, si vous voulez, d'aller simplement vers l'amour, aime et fais ce que voudra. Eh bien non, pas seulement, surtout qu'à travers cela, on s'aime soi-même et on aime sa posture. Est-ce que vous vous rendez compte? Si c'est une rafle, non, personne si c'est une rafle, c'est absolument extraordinaire. Si c'est la chaise vide, alors voilà, on est dans une position absolument extraordinaire. Il a parlé de bus, il n'a pas parlé de rafle. Aimez-vous un peu moins et écoutez la réalité du monde, c'est tout. Abdelraouf Dafri, un mot sur